asseyez-vous bien confortablement, on va parler bouquin. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé que certains dieux pouvaient jouer avec nous? Genre, ils sont dans l'Olympe, et ils nous prennent pour leurs marionnettes. Ils nous font faire ce qu'ils veulent, ils nous manipulent à leur guise, et nous sommes que leurs petits stupides pantins. Non? Vous devriez peut-être y penser, parce que Cassandra non plus ne pensait pas que ça pouvait être vrai, et pourtant c'est exactement ce qui va lui arriver. Cassandra est une jeune femme, une jeune journaliste qui enquête sur des faits assez graves et assez importants. Elle a aussi une spécificité, Cassandra, c'est que depuis qu'elle est enfant, elle a le sentiment d'avoir des visions et de pouvoir un petit peu prédire l'avenir, savoir ce qui va se passer. Sauf qu'elle en a jamais vraiment parlé parce que forcément quand ado ou enfant tu parles de ça, on te prend un peu pour quelqu'un de fou quoi. Et même en grandissant, elle a un petit peu gardé son secret pour elle. Sauf que l'enquête qu'elle mène pour son travail de journaliste l'emmène aux Bermudes. Elle est aux Bermudes avec sa meilleure amie et son chéri actuel. Et au moment où ils doivent prendre l'avion pour rentrer à Paris, elle fait un rêve, elle a une prémonition, et pour elle, il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas prendre ce vol parce qu'il va y avoir une catastrophe et il risque de mourir. Elle arrive à les convaincre de reporter le départ, sauf qu'elle arrive à les convaincre qu'une seule fois, et elle, son rêve se répète, donc en fait c'est comme si la catastrophe allait les suivre quoi qu'il arrive en fin de compte. Elle va décider avec ses amis de prendre l'avion, et ce qui devait arriver arriva, l'avion va subir quelque chose d'assez étrange, puisqu'en fait l'avion va disparaître pendant 3 jours des radars. Personne ne sait où est l'avion, personne ne sait où sont les passagers, les pilotes, enfin bref, tout a disparu pendant 3 jours. Ils réapparaissent au bout de 3 jours comme si de rien n'était. Les 3/4 des personnes de l'avion ont totalement oublié ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, à part Cassandra, Frédéric et Iris qui, au fur et à mesure, vont retrouver leurs souvenirs. Et Cassandra va se souvenir que pendant ces 3 jours, elle s'est retrouvée sur une île un peu spéciale où elle a rencontré des dieux grecs. Ouais, rien que ça. Elle a rencontré des dieux grecs qui lui ont expliqué qu'effectivement, elle a bien un don particulier puisque elle est Cassandra, donc elle descend de Cassandre, et qu'effectivement, elle a des dons de vision et que les dieux ont besoin d'elle pour aider en fait l'humanité à faire les bons choix. Elle va avoir petit à petit ses souvenirs qui remontent et se rendre compte qu'effectivement elle a vécu quelque chose d'assez dingue et qu'en fait ces visions qu'elle a depuis l'enfance ne sont pas que le fruit de son imagination mais que réellement elle a un don et qu'il faut qu'elle s'en serve. Elle a accès direct à une déesse, Athéna, qui la conseille et la guide. Et nous, on se rend compte, en off, qu'il se passe quelque chose au royaume des dieux, au sommet, à l'Olympe, parce qu'on sent bien qu'Athéna et Zeus sont un petit peu en conflit sur les choix à faire par rapport aux personnages que nous, on suit, et ils vont un petit peu se jouer d'eux, comme, comme des dieux ayant tous les pouvoirs et pouvant bidouiller à droite et à gauche. Ce roman, c'est L'ombre de la foudre de Alexandra G. Loring. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est hyper original. J'ai lu pas mal de romans sur justement tout ce qui était mythologie grecque, etc. parce que j'adore ça. Et je crois que c'est la première fois que je lis un roman où l'auteur en fait insère la mythologie grecque dans notre monde moderne. Très souvent, c'est des réécritures de contes où, après on a tout ce qui est Percy Jackson, etc. Mais là on reste dans notre monde puisque une fois que Cassandra sait qui elle est, elle continue à mener ses enquêtes et à mener sa vie. Elle va juste utiliser son don pour faire le bien en fait autour d'elle. Et on a un petit peu aussi ce combat entre le bien et le mal, entre est-ce que l'humain est quelqu'un de bien ou est-ce que l'humain est profondément mauvais. On a un petit peu tout ce questionnement quand on est avec nos petits dieux de l'Olympe. J'ai trouvé vraiment chouette qu'on mêle modernité, donc un roman avec une espèce d'enquête quand même, parce elle est toujours sur une affaire assez importante au niveau journalistique, donc on continue à suivre ça, et en même temps on a les dieux qui se mêlent des histoires des humains. J'ai trouvé ça vachement intéressant. L'autrice a rajouté des chapitres en aparté où justement on peut suivre les échanges entre Zeus et Athéna, ça m'a franchement fait marrer. J'avais l'impression d'assister à une partie d'échecs entre 2 dieux de l'Olympe, en mode moi je bouge ça, non, toi t'as pas le droit de faire ça, toi t'as pas le droit de faire ça. C'était super drôle, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était assez chouette, ce petit duel entre les 2 dieux de l'Olympe, c'était vraiment cool, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Au début, j'avoue que je savais pas trop vers quoi on allait, parce que je savais qu'on allait parler des dieux et de la mythologie grecque, mais c'est vrai qu'au début on est aux Bermudes et tout, je me suis dit what, mais je comprends plus rien. L'accident d'avion, j'ai trouvé ça un peu chelou, et puis en fait au fur et à mesure de l'histoire je me suis dit ouais mais en fait pourquoi pas, enfin fallait aussi amener ça d'une certaine façon, et comme
On connaît tous cette espèce de mystère qu'il y a dans le triangle des Bermudes, pourquoi ne pas l'exploiter de cette façon et s'imaginer que quand tu disparais dans le triangle des Bermudes, eh ben, c'est les dieux de l'Olympe qui se sont joués un petit peu de nous et qui ont pris des gens comme ça, pourquoi pas, tu vois. Et c'est vrai que quand tout se goupille et se met en place, j'ai trouvé ça vraiment chouette et j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était vraiment cool, voilà, c'était vraiment cool. Alors c'est un premier roman publié, on sent qu'il y a quelques petites choses qui vont mûrir ensuite avec le temps au niveau de la plume de l'autrice, au niveau de plein de choses, c'est normal, comme tous les premiers romans de toute façon c'est toujours comme ça, mais le roman est vraiment chouette, l'histoire est vraiment cool, moi j'ai passé un bon moment. Si vous aimez les romans avec de la mythologie grecque, franchement n'hésitez pas parce que je pense que vous pourrez passer un très bon moment, je vous dis c'est vraiment cool, ce mélange de romans contemporains et puis cet ajout de la mythologie grecque. J'ai passé un très chouette moment, donc je remercie vraiment l'autrice de m'avoir contactée parce que effectivement je serais complètement passée à côté sinon puisque je l'aurais sûrement pas vu. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos et vous pouvez aller voir en plus, il y a déjà pas mal d'avis sur son roman sur Amazon, donc n'hésitez pas à regarder les avis des autres, vous allez voir que je suis pas la seule à avoir passé un très bon moment. Moi je vous recommande vraiment de découvrir ce roman, en plus ça soutient une autrice auto-éditée qui se lance, je trouve ça assez cool, donc vraiment voilà, n'hésitez pas. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de contes, j'aimais vraiment ça. J'avais des très gros livres de contes avec les contes d'Henderson, les contes de Grimm, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et plus ils étaient creepy et bizarres, plus je kiffais. Faut pas chercher à comprendre. Du coup, à chaque fois que je tombe sur un roman qui est une réécriture de contes, j'ai toujours cette... je sais pas comment expliquer, j'ai toujours cette envie qui est plus forte que moi, et il faut absolument à chaque fois que je découvre le roman. Quand j'ai vu que sortait enfin en français Six couronnes écarlates d'Elizabeth Lim, j'ai clairement foncé dessus parce que c'est une réécriture d'un conte des frères Grimm. En plus, je connaissais un petit peu le style d'écriture d'Elizabeth Lim parce qu'elle a écrit des livres chez Hachette Heroes, des réécritures de contes Disney. Donc je savais que déjà c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup et quelque chose dans lequel elle était plutôt très douée. Donc j'y allais avec... toute confiance et j'avoue que j'attendais vraiment beaucoup de choses de ce roman parce que il me vendait du rêve. Bon, l'objet livre est incroyable, je vais vous le déshabiller. Ouh. Voilà, il est vraiment très beau. Donc je vous ai dit que c'était une réécriture de conte d'un des contes des frères Grimm et l'autrice a placé son histoire et sa réécriture en Asie. Du coup on va suivre une famille, donc c'est la famille de l'empereur. L'empereur a perdu sa femme il y a quelques années et il vient de se... L'empereur a perdu sa femme il y a quelques années et il s'est remarié avec une femme qui est très mystérieuse. Personne ne sait beaucoup de choses sur elle et elle n'est pas très proche des enfants de l'empereur. L'empereur, de son premier mariage, il a eu 6 garçons et une fille, Chiori, qui est un peu la... c'est pas la chouchoute, mais en même temps c'est la seule fille, et elle va bientôt se marier avec le fils d'un autre chef de clan. Donc il place quand même pas mal d'espoir en elle, et elle est un peu... elle est un peu dans son monde en fait, elle est un petit peu dans son monde, elle aime énormément ses frères, elle s'entend pas forcément très bien avec sa belle-mère, mais bon, elle vit dans son monde. Un jour, Chiaori et ses frères vont être victimes d'une malédiction. Les 6 frères vont se transformer en grues, l'oiseau. Ils seront en grues absolument toute la journée, et à la tombée du jour, ils redeviendront des humains, mais personne ne les reconnaîtra. Personne ne saura donc que ce sont les héritiers du trône et que ce sont les enfants de l'empereur. Ce seront des personnes lambda et à aucun moment ils ne pourront reprendre leur place. À côté de ça, Chiaori, elle, va subir un sort assez particulier puisqu'elle va se retrouver avec un bol en bois qui lui arrive jusque là à peu près, qui cache l'intégralité de son visage à part sa bouche qui lui permet quand même de communiquer. Alors on s'inquiète pas, elle voit elle à travers le bol et elle peut respirer tout à fait normalement, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement c'est un petit peu étrange de voir une ado comme ça se promener avec un bol en bois sur la tête. Je vous disais qu'elle avait la bouche libre et qu'elle peut parler. Dans les faits c'est vrai, mais en réalité elle ne peut pas parler parce que dans cette malédiction il est dit que à chaque mot parlé un de ses frères mourra. L'idée c'est qu'en fait Chiaori ne puisse pas dire qu'elle est la fille de l'empereur. Donc l'idée c'est vraiment de cacher ces 7 enfants à la vue de tout le monde. Donc forcément le royaume et l'empereur vont tous croire qu'ils ont disparu et eux vont vivre une vie assez compliquée parce que forcément ils se retrouvent à errer un peu surtout de Chiaori parce qu'elle est toute seule, les frères sont au moins ensemble, elle est toute seule au départ. Quand elle va retrouver ses frères, ils vont pouvoir échanger et essayer de mettre au point une stratégie pour finalement faire tomber cette malédiction
Et c'est là qu'on rentre dans le feu de l'action et dans le feu de l'histoire, parce qu'on va découvrir beaucoup de choses. Shiori va rencontrer des personnages et va peut-être comprendre un peu plus ce qu'est réellement cette malédiction. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a réécrit ce conte, l'a placé comme ça en Asie. On a presque l'impression que c'est un conte asiatique, alors que non, c'est vraiment à la base, c'est un conte des frères Grimm. Alors par contre, il me semble que l'histoire du bol, ça vient d'un conte ou d'une légende asiatique. Il faudrait que je vérifie, j'ai pas toutes les infos, mais il me semble que quelqu'un me l'a dit et que j'avais été regarder, que j'avais dit ah oui c'est vrai, mais j'ai pas creusé, donc je m'avance pas trop. Mais j'ai vraiment aimé ce mélange en fait du conte des frères Grimm et de l'univers asiatique. Ça donne un mélange qui est hyper immersif, qui est hyper agréable, hyper dépaysant. En plus, pour quelqu'un comme moi qui connaît très bien le conte, c'était vraiment hyper agréable parce que j'avais l'impression vraiment de redécouvrir complètement l'histoire et c'était trop bien. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, dans la première moitié parce que, je vous dis, moi j'avais des très grosses attentes pour ce roman. Ça fait longtemps que j'attends qu'il soit traduit et en fait je trouvais que le rythme était un peu lent et je pense qu'au moment où je l'ai sorti j'avais très envie d'un roman qui bâmait un peu plus et au début je trouvais ça un peu lent et je me suis dit mince, il se passe pas beaucoup de choses, c'est dommage en fait. Et puis je trouvais que Shiori évoluait pas beaucoup. Et en fait, les 200 dernières pages m'ont donné complètement tort, puisque les 200 dernières pages, il y a toute l'action que j'attendais, et l'évolution tant attendue aussi de Shiori qui arrête de se lamenter, et qui prend enfin les choses en main, et c'était vachement intéressant. Vraiment, c'était très chouette. Alors, pour ceux qui me poseraient la question, il y a une petite romance qui est pas... je trouve qu'elle empiète pas particulièrement sur l'histoire et elle est pas dérangeante, j'ai pas trouvé ça niais plus que ça et voilà. Maintenant ça reste un roman jeunesse parce qu'on m'a posé la question. Oui, c'est du young adulte, oui c'est du young adulte mais très young adulte. C'est-à-dire qu'effectivement je pense qu'à partir de 14 ans, 13-14 ans ça passe crème sans aucun problème. Un autre petit truc qui moi, voilà, c'est que j'avoue que pour ce texte-là j'aurais aimé une plume peut-être un peu plus travaillée. Mais c'était vraiment juste mes attentes. C'est vrai que la plume, là, je l'ai trouvée, elle est très belle, hein, mais je l'ai trouvée très simple et je m'attendais peut-être à quelque chose de plus travaillé. Voilà. Maintenant, ça reste un roman que j'ai beaucoup aimé. Il y a le tome 2 qui arrive bientôt. J'ai méga hâte de lire le tome 2. Franchement, j'ai trop hâte. Parce que je suis sûre que ça va être pépitas. Voilà. Autumn et Millie sont mère et fille. Elles vivent à l'extrême bout de la Nouvelle-Zélande, dans les Catlins, je crois que ça s'appelle. Elles tiennent un camping qui est du coup complètement déserté l'hiver et complètement plein l'été. Les gens viennent pour surfer et puis pour voir les animaux parce qu'il y a des dauphins, il y a des... je crois que c'est pas des pingouins mais c'est... bon bref, il y a des oiseaux, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment un... Elles vivent vraiment sur deux périodes, en fait, une période de l'année qui est très solitaire, où elles sont quasiment que toutes les deux à cet endroit-là, et puis une période de l'année où elles voient pas mal de touristes. Un jour, elles voient arriver une jeune femme, une jeune française, Flore, qui vient pour travailler en fait au camping. Elle fait c'est une backpackeuse en gros, une voyageuse à sac à dos, et elle vient là, voilà, pour travailler, et c'est tout en fait. Les deux autres femmes, Autumn et Millie, trouvent Flore un petit peu particulière parce que elle voit bien tout de suite que Flore n'a pas l'habitude de travailler avec ses mains, sauf que très vite, Millie, donc la jeune femme, va se sentir curieuse, attirée, va avoir vraiment ce truc de découvrir Flore, d'en savoir plus sur elle, pourquoi elle est là, lui apprendre des choses, lui faire découvrir son monde. Et il va naître entre Flore et Millie une véritable amitié qui va prendre tellement de place que ça va complètement changer leur vie, au point que même Autumn, qui au début était un petit peu sceptique, parce que Autumn, elle a une vie qui a été très difficile, elle a perdu son mari, elle a élevé sa fille seule, elle se retrouve dans un endroit totalement isolé, où elle est seule en fait, elle a personne pour l'aider. C'est vrai qu'elle est assez méfiante des étrangers et elle a toujours peur que quelqu'un vienne pour changer sa fille ou lui voler sa fille. Vraiment, on sent bien que Millie, c'est vraiment ce qu'elle a de plus précieux au monde. Au début, elle a beaucoup de réticence, et au fur et à mesure, elle aussi va finir par s'attacher à Flore. On découvre tout au long du roman que ces trois femmes ont eu des vies assez compliquées, et on va surtout découvrir ce qui est arrivé à Flore quand elle était à Paris. Pourquoi elle a quitté la France, pourquoi elle est si solitaire, pourquoi elle a l'air de se détester, parce que vraiment, quand on la voit arriver, Flore, on sent un dégoût d'elle-même.
La seule chose qui l'intéresse, c'est de boire et de coucher avec n'importe qui. On sent qu'elle se déteste en fait, et c'est pas un choix, je dis pas que c'est pas bien ce qu'elle fait, je dis juste qu'on sent elle ne le fait pas dans le but juste de s'amuser, de prendre du plaisir. Elle le fait pour se faire du mal, et on sent qu'il y a une vraie détresse en elle. Et chacune Millie, quant à elle, est totalement dévouée à sa mère, totalement dévouée au camping, à son île, à son bout de terre, au point que finalement elle s'oublie complètement. L'autrice nous parle aussi un petit peu du racisme qui existe là-bas, puisque en Nouvelle-Zélande, on a donc... Il y a une scission en fait, c'est-à-dire qu'on a les personnes qui descendent, qui sont vraiment originaires de Nouvelle-Zélande, et ensuite on a ceux qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a fort longtemps, qui eux se considèrent aussi comme des New-Zélandais, je sais pas comment on dit, et qui pourtant ne sont pas parfaitement intégrés, Il y a vraiment cette espèce de scission, et on la voit très très bien dans le roman. J'ai trouvé ça très très intéressant, parce que c'est vrai que si on connaît pas bien l'histoire de l'île, si on connaît très peu la Nouvelle-Zélande, c'était extrêmement intéressant. J'ai adoré toutes ces relations entre ces trois femmes, j'ai adoré les suivre, j'ai envie de pleurer, je les ai trouvées... Oh là là, Flore m'a tellement touchée, je vous jure, Millie aussi, ces trois femmes sont extrêmement touchantes. Melissa d'Acosta a créé vraiment des personnages, mais t'as l'impression de les connaître. En fait, moi, quand j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, mais je vais plus les voir, c'est terrible en fait. Et c'était super beau. Il faut aussi savoir que un de mes plus grands rêves, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande. Donc forcément, de trouver une histoire qui se situe là-bas et de sentir l'amour que l'autrice a mis dans la description du lieu, dans la description du peuple de Nouvelle-Zélande, dans la faune, dans la flore, c'était incroyable, franchement c'était incroyable, j'ai tellement voyagé en lisant ce bouquin, c'était sublime, j'ai adoré. C'est vraiment un coup de cœur, j'ai adoré ce roman. J'ai lu plusieurs livres de Melissa d'Acosta et je sais que tout le monde adore ses écrits, et très honnêtement, jusqu'à présent j'avais passé des super moments, mais pas comme celui-ci. Et pourtant j'ai vu que c'était vraiment pas le préféré des gens. Moi, je l'ai aimé, mais plus qu'aimé, parce que ces trois femmes m'ont profondément touchée. Ce lieu m'a profondément touchée et marquée. Et déjà que je rêvais d'y aller, vous imaginez pas comment maintenant, voilà, c'est devenu un peu le goal de ma life, aller en Nouvelle-Zélande, aller au bout de ce monde-là et marcher là où elles étaient et découvrir ces lieux. Voilà, bref, lisez ce roman, c'est une pépite. On connaît tous l'histoire de Blanche-Neige, soit parce qu'on a vu le dessin animé, qui est le premier Disney à être sorti, ou parce qu'on nous a lu l'histoire quand on était enfant. Et forcément, ce qui nous a marqué dans cette histoire, il y a les 7 nains, clairement, mais il y a aussi cette méchante qui veut tuer sa belle-fille juste parce qu'elle est plus belle qu'elle. Et c'est vrai que depuis toujours, moi en tout cas, je me dis, mais bon sang de bonsoir, pourquoi elle lui en veut autant? C'est dans l'ordre logique des choses, hein, de devenir... de flétrir et d'être moins belle, tu vois. Et j'aime beaucoup justement quand on nous propose des titres comme ça, où on nous parle des méchants et on essaye de nous expliquer, où on essaye d'imaginer pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc là, on va découvrir la belle-mère de Blanche-Neige dès le départ, quand elle rencontre le roi, qu'elle en tombe amoureuse, qu'elle prend sous son aile blanche parce que au début de l'histoire, elle aimait profondément cet enfant, elle le considérait comme sa fille, et puis on va la suivre dans ses douleurs, elle va nous parler des douleurs de son passé, à quel point son père était maltraitant et la détestait et lui répétait sans cesse qu'elle était moche et qu'elle ne plairait jamais à personne. Cette cicatrice et cette marque qu'elle a gardée en elle, qui a créé un véritable manque de confiance en elle, va se répercuter tout au long de sa vie. Et au décès du roi, ça va craquer complètement et elle va complètement se noyer en fait, au point que elle va se laisser convaincre par les mauvaises personnes, et elle va suivre le mauvais chemin, au point d'en détester sa propre fille, qui est devenue plus belle qu'elle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vision de l'histoire. J'ai trouvé ça très chouette, parce que ça aborde quand même des thématiques vachement importantes, notamment le manque de confiance en soi, à quel point des cicatrices du passé peuvent rester et nous marquer en fait à tout jamais, et que parfois il suffit d'un élément, d'un événement, pour que ça recraque d'un seul coup, et qu'on aura beau tout faire pour essayer de réconforter la personne, elle est tellement détruite que c'est dur en fait, c'est trop dur. Et c'était vraiment chouette, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que on nous intègre les trois cousines du roi qui sont abjectes, mais mon dieu, mais quelle bande de bip.
Voilà, c'était vraiment très cool, j'ai passé un très chouette moment de lecture. J'aime beaucoup les réécritures, n'ayez pas peur d'aller vers les Hachette Heroes, parce que très honnêtement, je n'ai jamais été déçue par les plumes, c'est toujours très bien écrit. Alors celui-ci en plus, il a un jaspage, moi j'ai la version collector, il est vraiment très très aéré, ça se lit très vite, très bien, même pour des préados de 12-13 ans, ça se lira très bien. Et je trouve que c'est une jolie parenthèse à chaque fois, dans des lectures peut-être un peu plus adultes, etc. Quoique vraiment, hein, il y a tout le temps des messages, moi tous ceux que j'ai lus, il y avait un message important, et une belle plume, c'est vraiment toujours un beau travail. Donc voilà, moi je vous les conseille vraiment, Miroir Miroir, c'était vraiment chouette, j'ai passé un très beau moment, c'était cool de s'arrêter un petit peu sur la face obscure de l'histoire et de savoir un peu plus de ce qui se passait avec la reine, et j'avoue que j'attends, le tome 2 c'est La Bête, qui va bientôt sortir je crois en collector aussi, donc j'avoue que j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Il y a quelques années, j'avais dit, après tout l'engouement et tous les drames qu'il y a eu autour du Prince Captif, j'avais dit je ne lirai jamais de C.S. Pacat, non, 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 moi jamais. Et puis est sorti ce livre, Dark Rise, voilà, c'est magnifique. J'ai lu la 4e de couve et je me suis dit, ça a l'air vachement cool quand même. Et puis un jour, je me suis laissée tenter, je l'ai mis dans ma palle et je me suis dit, on verra plus tard, on verra. Et le moment était venu, je l'ai sorti, et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Alors il y a plein de défauts dans ce roman, mais je l'ai dévoré, au point que j'ai acheté Prince Captif. Bah ouais, je me dis, si c'est aussi addictif, faut que j'essaye, parce que tout le monde dit que Prince Captif c'est problématique, mais en même temps je ne vais pas dire que c'est problématique si je l'ai pas lu, tu vois, donc je vais essayer. Bref, pour l'instant on va parler de Dark Rise. Alors dans cette histoire on suit Will et Violette. Will est en fuite à Londres depuis quelques temps, on sait pas tellement pourquoi, tout ce qu'on sait c'est qu'il fuit parce qu'il est, il est pourchassé, tout simplement. Il est pourchassé par un homme qui s'appelle Simon, qui est quelqu'un de très très connu à Londres parce qu'il a plusieurs firmes, plusieurs boîtes, etc. C'est quelqu'un de très puissant et de très riche. Sauf que c'est aussi quelqu'un qui essaye de faire renaître le roi obscur, qui est un roi pas très très sympathique, hein, qui avait des pouvoirs assez particuliers et qui avait des sous-fifres assez particuliers aussi, bon bref, qui a disparu il y a quelques années puisqu'il a été vaincu par la dame, voilà, Simon veut absolument faire ressusciter, faire revenir le roi obscur pour que il puisse reprendre le pouvoir sur la terre, voilà. Donc cet homme qui a ce but-là, qui a avec lui des gens qui ont un pouvoir assez particulier, des pouvoirs vraiment magiques, hein, des pouvoirs très très forts et très puissants, cherche absolument Will. Will ne sait pas pourquoi on le pourchasse. Lui, c'est un jeune homme comme les autres, il ne comprend pas pourquoi on le pourchasse, sauf que il est pourchassé. À côté de ça, on suit Violette, qui est la bâtarde d'une famille. En gros, son père était parti en exploration en Inde, il a Chawabanga, voilà, et puis il a mis enceinte une femme, sauf qu'au lieu de laisser l'enfant en Inde, il a ramené l'enfant à Londres. Alors autant vous dire que sa femme n'a pas vraiment apprécié, mais Violette, elle, est très très proche de son frère qui s'appelle Tom, il me semble, et quand nous on prend l'histoire, son frère justement, Tom, travaille pour cet homme, Simon, et va se faire marquer avec la lettre S en fer, parce qu'il va devenir un des... comment dire, un de la garde rapprochée, en fait, de Simon. Violette, elle a suivi comme ça parce qu'elle voulait regarder, parce qu'elle est très curieuse, mais elle aurait pas dû se trouver là. Et elle aurait vraiment pas dû se trouver là. Au moment où Tom se fait marquer, il y a une attaque sur le bateau où il est, avec tous les hommes de Simon, et ce sont ce qu'on appelle les stewards. Alors, rien à voir avec ceux qui sont dans les avions et qui vous proposent un cocktail, non, non, non. Là, on parle vraiment de guerriers, voilà. Et voilà, c'est la bataille de ouf sur ce bateau. Tom, voulant protéger sa petite sœur, lui dit « Tu vas dans la cale, tu restes là et tu protèges ce qui est dans la cale. » C'est un peu histoire de lui filer une mission. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Dans la cale, la seule chose qu'elle voit, c'est Will, qui s'est fait kidnapper. Voilà. Will qui la supplie de la sauver. Elle est là « Non, j'ai pas les clés, je ne peux pas, je ne peux pas. » Bref. Il va se passer plein de choses, ça va partir en cacahuète, et résultat, Will et Violette vont se retrouver ensemble à devoir sauver le monde. Voilà, puisqu'il y a toujours cette guerre entre les stewards et
Simon qui veut faire revenir le roi obscur. Les Stewart, eux, ils vivent dans un ancien château qui est en ruine mais qui est accessible aujourd'hui que par eux grâce à la magie. Voilà, ils ont plein de croyances, plein de choses. Et ceux qui bossent pour Simon et le roi obscur ont aussi leurs propres croyances et on assiste vraiment à une lutte entre ces deux clans finalement. Et oui, les Violettes se retrouvent au milieu parce que forcément l'un des deux est celui que tout le monde attendait et qui va pouvoir sauver le monde, et l'autre a des capacités hors normes et se retrouve le cul entre deux chaises parce que va falloir choisir entre sa famille et faire le bien. Voilà, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé le début, j'ai trouvé ça extrêmement addictif. Il y a certains passages où j'étais après en mode wouh, mais pourquoi? Ok, tant pis, bon bah laissons ça là. Avec lesquels j'ai pas forcément adhéré plus que ça, mais en fait ça prend, au début je comprenais pas et puis ça prend son sens à la fin du roman. Voilà, moi j'ai littéralement adoré. Je suis allée voir après un petit peu ce qui était dit sur ce roman. Ah bah il est pas... Enfin quand je l'ai lu les avis, je me suis dit wow, on n'a pas lu le même bouquin. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas lu Le Prince Captif, je voyais que tous les gens le comparaient beaucoup au Prince Captif et du coup le trouvaient bien en dessous. Moi je l'ai pas lu, donc forcément j'ai pas cette comparaison. Maintenant ce que je peux vous dire c'est que quelqu'un comme moi qui n'a pas lu Prince Captif, qui était quasiment opposé à l'idée de le lire, après avoir lu Dark Rise, je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à lire ce que fait l'autrice, parce que je trouve qu'elle crée des univers incroyables. C'était incroyable, j'ai adoré le world building, tout ce qui était autour, c'était génial. D'ailleurs j'ai lu dans la note de l'autrice qu'elle a mis 10 ans à créer son univers, et forcément, alors il y a des éléments que nous on n'a peut-être pas, mais c'est pas très grave, ce qu'elle nous donne est déjà vachement riche quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment et j'attends la suite les gars, mais j'attends la suite quoi, c'est pas possible de nous laisser comme ça. En plus je crois que la suite est pas parue en anglais, ou alors elle va paraître, bref nous on va pas la voir maintenant quoi, c'est horrible. Voilà, j'ai beaucoup aimé, en plus il y a plein de rebondissements, elle tue plein de gens, alors c'est pas que j'aime bien qu'on tue des gens, c'est juste que je trouve que j'aime bien les auteurs, les autrices qui nous surprennent en fait, et réussir à dégommer un personnage que tu pensais trouver jusqu'à la fin, c'est cool, c'est vraiment très cool. J'ai passé un super moment de lecture, vraiment, voilà, vraiment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que vraiment quand j'ai lu les chroniques, j'ai été super étonnée de voir que plein de gens n'avaient pas aimé, alors que vraiment c'était trop bien, et rien à voir avec, enfin, moi je l'ai pas lu, je le répète, mais on n'a pas du tout de référence au Prince Captif, donc pour moi c'était le même univers, mais pas du tout en fait. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses qui m'ont un peu fait penser au Seigneur des Anneaux d'ailleurs, mais bon, c'est l'histoire avec les rois obscurs, etc. Ça m'a un peu fait penser à ça, avec les artefacts qui donnent un certain pouvoir, avec les rois des ombres, etc. Ça m'a un peu fait penser forcément au Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, si vous avez lu les bouquins et si vous avez vu les films, ça peut que vous faire penser à ça. Mais c'était vraiment chouette, tout comme le fait qu'il y ait une épée particulière que tout le monde ne peut pas toucher. Là, enfin, tu vois, il y avait plein de petits détails comme ça, je me suis dit, ça c'est une autrice qui aime vraiment les univers de fantasy. En fait, c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 dernières lectures. Alors il n'y a pas que de la fantaisie, parce que forcément je les mets de côté au fur et à mesure, vous savez. C'est vraiment encore des chouettes lectures, je ne fais pas exprès, vraiment pas. Si vous voulez voir des plus mauvaises lectures, il y en a dans mes vlogs. Là, ça s'est vraiment présenté comme ça. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert L'Ombre de la Foudre, parce que vraiment, je vous dis, je ne serais jamais allée vers ce roman par moi-même, et c'est un tort, en fait, je trouve. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette découverte. N'hésitez pas à me dire, parmi les romans que je vous ai présentés, ceux qui vous tentent le plus. Je vous mets de toute façon, comme d'habitude, tous les liens, enfin les liens de tous les romans dans la barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à me dire voilà, si vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc. Si vous avez envie qu'on échange sur certains titres et tout, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez envie de soutenir une autrice qui débute, une autrice auto-éditée, n'hésitez pas, je vous mets les liens aussi de ses réseaux sociaux et de son bouquin, donc n'hésitez pas à la soutenir, c'est toujours assez cool je trouve, de donner sa chance à une nouvelle autrice, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes, que je vous ai donné envie de lire, parce que c'est clairement la seule chose qui compte. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche dans un vlog, et normalement la semaine prochaine on se retrouve pour Par des graphiques. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.